Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Prévenir contre le risque de manipulation des jeunes sur Internet, c'est le rôle de l'association Olympio qui lutte contre le cyber-endoctrinement. Nous avons suivi une séance dans un lycée de Goussainville, reportage dans un instant. Créer des passerelles entre l'art et le handicap, c'est l'objectif du festival Viva la Vida. Un colloque s'est tenu vendredi dernier à Cergy afin de trouver une place au handicap dans l'art et plus largement dans la société. Reportage en fin de journal. Internet, attention, danger. La toile est parfois le terrain de chasse privilégié de personnes mal intentionnées. Leur cible, les jeunes, fervents adeptes d'Internet et des réseaux sociaux. Pour les prévenir contre toute forme de manipulation sur la toile et éviter leur embrigadement, la préfecture du Val-d'Oise fait appel à une association pour animer des ateliers de prévention. Angélique Boilet a assisté à l'un d'entre eux au lycée Romain Rolland de Goussainville. Le public du jour de Benoît, une vingtaine d'élèves de seconde professionnelle du lycée polyvalent Romain Rolland de Goussainville. Pas question de jouer une pièce de théâtre aujourd'hui pour ce comédien, mais d'interagir avec ses élèves autour des risques d'endoctrinement sur Internet. Les manipulateurs connaissent très bien les réseaux sociaux. Très bien, ils savent très bien comment ça fonctionne. Benoît est animateur au sein d'Olympio, une association de prévention qui intervient auprès de tout public autour d'une cinquantaine de thématiques sur la citoyenneté. Pendant 2 heures, le comédien va décortiquer les ruses utilisées par les manipulateurs sur la toile et les réseaux sociaux pour enrôler leurs victimes. L'objectif, c'est que les élèves repartent avec des questions. Ce serait l'idéal. À chaque fin d'animation, ce qu'on espère, c'est qu'ils repartent avec des questions. Davantage que des réponses, peut-être. Au moins des questions. Un esprit critique, une ouverture sur les choses, sur les sujets, sur le sujet là, dont on parlait, le cyber-endoctrinement. Finalement, qui est peut-être la meilleure arme, le questionnement. La meilleure arme aujourd'hui pour lutter contre l'indésinformation, contre les théories du complot, le conspirationnisme du coup, contre l'endoctrinement également. Le fait de se questionner, d'être sujet, peut-être une façon de s'approprier sa vie. La discussion est ouverte à toutes les formes de manipulation et d'embrigadement, pas uniquement centrée sur la radicalisation. Et pour faire participer les élèves, l'animateur s'appuie sur la bande-annonce d'un faux jeu vidéo. Ne crois pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage? Est-ce que ça marche pour un manipulateur, une manipulatrice? Oui. Et comment elle peut manipuler les gens? Avec le double visage. Une mise en garde qui semble avoir fait son effet auprès des élèves. J'ai retenu beaucoup de choses. Je sais que ce soir, quand je vais rentrer, je vais en parler avec mes parents. On a retenu plein de choses en fait sur tout. En fait, on a appris ce qui se passait dans le monde des réseaux sociaux, ce qu'on pouvait se faire manipuler par plein de personnes, les dangers qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. La personne, elle nous fait prendre conscience que personne n'est à l'abri. C'est que tout le monde peut tomber sur les mauvaises personnes. La structure intervient ici sur proposition de la préfecture du Val-d'Oise. Une centaine d'élèves de la voie professionnelle auront été sensibilisés au cours de cette journée. Je n'ai pas hésité et j'ai tout de suite dit oui pour faire en sorte que cette priorité nationale prenne vie au sein du lycée que je dirige. Jamais je n'ai été confronté à ce problème, mais c'est donc d'autant plus important de prévenir d'éventuels problèmes, de faire en sorte que les élèves donc puissent être éduqués à une pensée qui doit venir par eux-mêmes. Une dizaine d'autres interventions sont encore programmées avec l'association Olympio dans les établissements du Val-d'Oise. Le triangle de Gonesse candidat pour accueillir le village de l'Expo universelle 2025. Jean-Christophe Fromentin, qui porte la candidature de la France, a dévoilé la liste des lieux en compétition au journal du dimanche ce week-end. Installé sur un terrain de 30 à 40 hectares, le village global sera un espace où tous les pays du monde seront rassemblés. Parmi les sites retenus, celui du triangle de Gonesse, qui porte déjà d'autres projets d'envergure, comme Europa City, un gigantesque complexe de commerce et de loisirs qui devrait voir le jour à l'horizon 2024, soit 1 an avant l'Expo universelle. Le site retenu sera connu avant l'été 2017 selon le président d'Expo France.
En bref, à Pontoise, la foire Saint-Martin aura bien lieu cette année. Menacée d'annulation en raison de l'état d'urgence, la foire va bien se tenir du 4 au 13 novembre prochain. Pour sa 846e édition, l'événement fera l'objet de mesures de sécurité renforcées. La ville de Pontoise et la préfecture du Val d'Oise ont réussi à établir en concertation avec les forains un dispositif visant à sécuriser efficacement la foire. Ainsi, tous les accès seront surveillés avec des fouilles de sacs et de manteaux. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs se pressent à la foire Saint-Martin. Le théâtre de l'Apostrophe à Cergy recevait vendredi dernier un colloque sur la place du handicap dans l'art, une journée de réflexion et de recherche sur la prise en compte du handicap dans la littérature, le spectacle vivant ou les médias audiovisuels. Florian Philippe a suivi ces échanges. Quelle est la place du handicap dans l'art? C'est la question à laquelle ont réfléchi chercheurs, comédiens ou encore acteurs de terrain dans le handicap lors d'un colloque au Théâtre des Arts de l'Apostrophe. Parmi les pistes explorées, la question de la représentation dans les médias. Il y a différents personnages de séries de fiction à télé qui sont des personnes handicapées et qui sont du coup montrées à l'écran. Alors qu'il y a une trentaine d'années, ce n'était pas le cas. Donc il y a une évolution. De là à dire que c'est positif ou négatif, c'est autre chose. Parce qu'après, il faut se poser la question, comment est-ce qu'elles sont montrées? Quelle est l'image qu'elles véhiculent? Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore d'études sur la manière dont ces personnes sont présentées et quelles sont effectivement les caractéristiques qui leur sont attribuées. Et qui sont des éléments qui vont après construire l'image qu'une société, elle va effectivement se forger par rapport au handicap. Autre piste explorée, l'accessibilité des lieux culturels. Et les personnes à mobilité réduite ou porteuses de handicaps mentaux éprouvent encore des difficultés à pouvoir accéder à la culture. Les spécialistes ont par exemple regretté l'allongement du délai octroyé pour mettre aux normes les bâtiments publics. C'est un chantier fondamental, c'est un chantier qui intéresse les droits des hommes et des femmes, les droits humains. Bon, il n'est pas à passer, il est prioritaire. Et nous n'avons pas su, et je dis la société, qui, soi-disant, est plus ouverte, etc. Mais non, au moment de faire l'acte politique, nous ne l'avons pas fait. Les salles de théâtre, les salles de cinéma, les amphithéâtres, les accès. Nous avons des amphithéâtres malgré les efforts qui ne sont pas accessibles. Mettre des rampes de bois, ce n'est pas accessible. Cette journée de travail s'inscrivait dans le cadre du festival Orphée et Viva la Vida 2016. C'est la 3e édition de cet événement qui a pour objectif de changer le regard sur le handicap. Et il reste encore du travail. On peut être, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein, ça se développe, on en parle de plus en plus. On est encore obligé de faire un festival spécialisé parce que sinon, ça apparaît tellement peu qu'il vaut mieux faire ça que rien. Mais on en est encore là quand même. C'est-à-dire que c'est en dehors de quelques lieux éclairés qui ont vraiment intégré ça à leur programmation annuelle, qui ont facilement 1 ou 2 spectacles où des personnes handicapées figurent, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. La plupart des lieux n'en sont pas encore là. Le festival prend aujourd'hui de l'ampleur, désormais réparti sur 2 départements, le Val d'Oise et les Yvelines. Il propose une 60aine de représentations dans 40 lieux différents. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Prévenir contre le risque de manipulation des jeunes sur Internet. C'est le rôle de l'association Olympio qui lutte contre le cyber-endoctrinement. Une animation avait lieu la semaine dernière au lycée Romain Roland de Goussainville. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. Situé sur une butte surplombant la plaine de France, le château des Coins est considéré comme l'un des joyaux de l'architecture de la Renaissance. Et pour le visiter, pas besoin d'aller sur les bords de la Loire, car il se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris. Construit entre 1538 et 1555, il sera la propriété de l'un des personnages les plus puissants et les plus riches du XVIe siècle, Anne de Montmorency. Connétable de France, chef des armées de François Ier puis de Henri II, Anne de Montmorency va posséder jusqu'à 130 châteaux et 600 domaines. Inspiré par les palais italiens, il va mettre son immense fortune au service de son château.
Le château des Couans, à l'origine, était un tout petit peu différent, puisque vous devez penser qu'au sol, il y avait une cour pavée de marbre noir et blanc. Les fenêtres n'étaient pas les vitres que vous voyez aujourd'hui, mais c'était des vitraux. Et vous aviez de ce côté-ci, qui correspond à l'aile est, un étage supplémentaire qui sera détruit au XVIIIe siècle. Abandonné par la famille des Condé qui ne s'en occupe guère, le château devient en 1805, sur ordre de Napoléon, une maison d'éducation pour les filles de la Légion d'honneur qui l'occuperont jusqu'en 1962. Il est alors cédé au ministère de la Culture qui le transforme en musée de la Renaissance. Après de gros travaux, le musée ouvre en 1977. Il contient de nombreux joyaux de cette période, comme cette nef dite de Charles Quint. Il n'en existe que 3 exemplaires, dont une exposée au British Museum. Cet objet est en fait un objet qui a été fait pour être offert en cadeau diplomatique. Le but, c'était de montrer à quel point les orfèvres européens étaient capables de faire des choses extraordinaires. Celle-ci a été fabriquée en Allemagne. C'est une nef dont les personnages sont en fait des automates. Elle donne l'heure, elle fait de la musique, elle avance et elle tire au canon. Seul musée entièrement consacré à la Renaissance, le château des Couans rassemble des collections d'objets qui permettent de retracer l'histoire de l'art pendant cette période exceptionnelle. Tous les domaines artistiques de cette époque y sont représentés. On y trouve du mobilier, de la faïence, des pièces d'orfèvrerie, des tapisseries, le tout dans un état de conservation remarquable. On est ici devant la fameuse Daphné, qui est, vous le savez, un petit peu la mascotte du château des Couans. Cette Daphné est en argent, doré, et vous remarquez que vous avez au-dessus des branches de corail. Le musée recèle d'autres trésors exceptionnels de la Renaissance. Plus d'une trentaine de salles d'exposition vous attendent. Un lieu de balade idéal pour découvrir toutes les richesses de l'une des périodes les plus créatrices de notre histoire, la Renaissance. Tête de mort, léopard ou encore squelette, ce ne sont pas des imprimés pour fans de gothique, mais une collection décalée d'accessoires pour bébés. La marque Miranda, née dans le Val d'Oise, propose 3 collections branchées, voire déjantées. J'ai essayé de contraster ce petit côté kitsch du léopard avec la tendresse, la douceur, justement du bleu layette et du rose bonbon très tendre. Ensuite, vous avez la collection cigogne squelette, un côté quand même trash, disons-le. Voilà, j'ai essayé également de jouer sur le contraste du raffinement de la broderie. Et là, la collection Crâne Funky, pour ne pas dire tête de mort, en évitant d'effrayer les mamans et futures mamans. La créatrice, c'est elle, Caroline Lopez, une Daumontoise de 30 ans. Autrefois nourrice dans la jet-set parisienne et maintenant maman de 2 enfants, la jeune femme a découvert qu'il n'y avait rien sur le marché du bébé pour les parents qui voulaient sortir du bleu layette ou du rose bonbon. J'ai eu mes enfants et là, j'ai vraiment voulu m'occuper de la décoration de leur chambre et je me suis heurtée à un mur. J'avais vraiment rien sur le marché, alors j'ai réalisé sans le savoir mes prototypes et là, toutes mes copines m'ont dit « mais c'est super, il faut absolument commercialiser ». Et voilà, l'aventure commence. J'ai trouvé mes partenaires et aujourd'hui, je travaille. Caroline Lopez ne manque pas d'idées pour faire connaître ses produits, shooting photo, exposition ou encore recours aux réseaux sociaux. La jeune femme veut convaincre les parents avec un univers original, mais surtout grâce à la qualité de ses produits. Mes premières réalisations ont été faites par mes petits doigts. En les faisant, je me suis aperçue que les finitions n'étaient pas parfaites. C'est pour ça que j'ai délégué à une usine au Portugal, qui travaille pour les plus grands de ce nom. C'était vraiment un gage de qualité et de confiance envers mes clientes. Mon but n'était absolument pas de faire du Made in China. Les fans de ce design hors du commun pourront se faire plaisir à partir de 20 € sur le site de la marque Miranda. Après sa gamme de linge de lit, Caroline Lopez veut se lancer dans une collection de vêtements pour bébés tout aussi déjantée.